Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Et bienvenue dans notre émission avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France et le réseau Via Télévision, les Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français et avec TV5 Monde. 3 parties dans cette émission. Dans un instant, le JT des territoires que je vais vous présenter et à 8h après la météo, territoire d'info avec l'invité politique. Aujourd'hui, c'est le secrétaire général de Force ouvrière, Pascal Pavageau, qui est notre invité en direct sur ce plateau. Et puis ensuite, c'est Savaria Rojek qui nous rejoindra pour Territoire Sénat et l'actualité parlementaire et politique. Tout de suite, c'est le JT des territoires dans un tout petit instant. À tout de suite. On démarre ce journal des territoires avec une nouvelle opération d'évacuation du campement de migrants de Grand-Sainte dans le Nord, dont la population atteint désormais 1 millier de personnes. Elle a été menée vendredi. 400 à 500 migrants sont montés dans des bus à destination de plusieurs centres d'accueil des Hauts-de-France. L'intervention assortie de contrôles d'identité ciblait également des passeurs qui profitent de la misère humaine, a précisé Éric Etienne, le sous-préfet de Dunkerque. Retour sur la situation sur place avec Caroline Fichten de WEO TV dans le Nord. Nouveau démantèlement à Grande-Sainte, 3 semaines après une opération d'évacuation où 500 migrants avaient été pris en charge. Certains étaient revenus et les associations estiment que plus d'1 millier de migrants vivent aujourd'hui dans le camp du Puy-Touc. Il y a eu une évacuation effectivement le 6 septembre. Le 7, un ramassage musclé de ceux qui traînaient en ville. On a cru qu'il n'y avait plus personne. Bon, en fait, il en restait qui étaient cachés. Et depuis, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et il n'y a pas de raison que ça s'arrête, quoi. La police nous a emmenés dans un hôtel, mais on ne voulait pas être là. On est revenu dans le camp parce qu'on veut aller en Angleterre. Avec l'Angleterre en ligne de mire, les migrants restent sur le littoral. L'évacuation concerne beaucoup de familles. La préfecture indique qu'entre 400 et 500 personnes ont été mises à l'abri. Nous avions rencontré Saman, un Kurde irakien à Grande-Sainte depuis 2 semaines, avec sa femme, ses 3 enfants, dont un bébé de 1 mois. J'attends de l'aide de l'Angleterre, qu'elle aide tous les réfugiés. Moi, mes enfants, ma femme, mais on n'a pas d'aide. La seule aide vient des associations locales qui se relaient pour les repas. Ici, il n'y a qu'un seul point d'eau, pas de sanitaire. Les réfugiés sont contraints de se laver dans le lac. Les familles vivent sous des tentes et cuisinent comme elles peuvent. Les démantèlements ici se suivent et se ressemblent et la situation stagne. Depuis 2006, c'est 1 pas en avant, 2 pas en arrière, 3 pas sur le côté, 4 pas de l'autre côté. Aujourd'hui, on en est à quoi? À des associations qui bricolent, parce que quand il y a 1000 personnes, on bricole avec, voilà. Qu'est-ce qu'on leur montre de notre Europe? Enfin, voilà. Jamais je n'aurais pensé qu'un camp comme celui-ci puisse exister, dans un pays connu pour ses philosophes, sa culture. Je me sens très mal en fait. Des centaines de personnes ont été mises à l'abri, plusieurs centaines d'autres restent dehors dans les bois. Une situation pas complètement résolue donc, d'autant que les arrivées vont se poursuivre et que certains réfugiés reviendront rapidement des centres d'accueil. On part pour Grenoble. Diverses associations ont profité de la journée de l'accessibilité organisée le 26 septembre dernier pour faire le tour de la ville et sensibiliser la population aux difficultés que peuvent rencontrer au quotidien les personnes handicapées. La date n'était bien sûr pas choisie au hasard. Ce 26 septembre était la date butoir pour la mise en conformité des commerces de proximité à cette réglementation. Point sur la situation avec Laurie Baillet de Télé Grenoble, notre partenaire. Rampe d'accès, portes vitrées, éclairage renforcé. Depuis le 1er janvier 2015, la loi impose au commerce d'être accessible à tous. Les normes doivent permettre aux personnes handicapées de circuler de manière autonome et d'accéder aux locaux, aux équipements et aux prestations sans encombre. Aujourd'hui, on arrive à la fin d'une première période de 3 ans où les établissements de petite taille doivent avoir terminé ce qu'on appelle un agenda d'accessibilité programmée. Et le constat aujourd'hui, c'est que certains établissements, certains commerces ne sont même pas rentrés dans cette démarche de faire savoir s'ils pouvaient ou non se rendre accessibles. L'accessibilité concerne à la fois l'extérieur de l'établissement recevant du public, mais aussi les aménagements intérieurs. Soit vous ne pouvez pas rentrer,
parce qu'il y a une marche, 2 marches, ou un plan incliné bricolé maison qui est tellement raide qu'un fauteuil ne passe pas, soit les portes sont trop étroites, les appareils de paiement type boîtier, carte de crédit ne sont pas accessibles, ou bien nous obligent à faire le code au vu et au su de tout le monde parce qu'il n'y a pas eu un tout petit peu d'aménagement, une prolongation du fil ou des choses de ce genre-là. Aujourd'hui, 80% des ERP sont des établissements qui rythment la vie quotidienne. Alors en fauteuil roulant électrique comme j'ai, on arrive plus facilement à passer. Manuel, c'est quasiment, pour certains, c'est quasiment impossible. Il y a plusieurs commerces qui sont surélevés de 2 ou 3 cm, mais c'est droit. Donc on n'a pas d'amorce, on est obligé de monter, se mettre en 2 roues. Je reconnais aussi que je fais beaucoup de choses par Internet, justement pour compenser le fait que les boutiques ne sont pas accessibles. La métropole grenobloise peut aider financièrement aux travaux d'accessibilité et organise depuis 2015 un concours des commerces accessibles qui valorise et récompense les établissements exemplaires. Et oui, étonnant, la petite ville de Bouvron intéresse les Chinois. Une délégation de Qingyun est venue visiter la nouvelle station d'épuration de la commune qui utilise la nature pour traiter ses eaux usées. C'est la phytoépuration, un procédé que les Chinois souhaitent dupliquer dans leur ville. 10 éco-cités chinoises sont ainsi aidées dans leur transition environnementale par la France. Un reportage de Télénantes, notre partenaire. Dernière révision linguistique avant l'arrivée de la délégation chinoise. Les projecteurs sont braqués aujourd'hui sur la station d'épuration de Bouvron, un modèle d'écologie qui devrait s'exporter au bout du monde, une fierté pour le maire de la petite ville. En termes de population, nous sommes moins de 5% de la population de Qingyun qui est de 80 000 habitants, nous un peu plus de 3 000. Le territoire est 10 fois moins important, mais ils ont la même volonté de pouvoir traiter les eaux usées par une écogestion. Pour comprendre, direction le site de traitement. C'est une station qui représente en surface 80 000 m². Ici, les eaux usées sont filtrées par des grilles, puis des roseaux. Elle est ensuite traitée sur un fond de sable et de gravier. La végétation autour est entretenue par des moutons. Des outils naturels et locaux pour un traitement beaucoup plus écologique que les méthodes classiques. On a vu cette station d'épuration, ça fonctionne très bien et c'est très écologique. Et il ne demande pas trop d'investissement et c'est efficace. Et pour lui, c'est vraiment très inspirant. La délégation chinoise va désormais rencontrer des entreprises françaises pour amorcer la réalisation de sa station d'épuration. Qingyun a pour ambition de devenir une éco-cité. On part en Moselle. La municipalité de Montigny-les-Metz, en collaboration avec l'association des commerçants, a lancé une grande opération qui doit permettre aux locaux commerciaux vides depuis plusieurs années de retrouver de nouveaux locataires. En accord avec les propriétaires des espaces concernés, 6 mois de loyer seront offerts aux nouveaux locataires afin de leur laisser le temps de se constituer une trésorerie et de laisser la pérennité de leurs activités. Un sujet de Timothy Girard de Via Mirabel, une chaîne du réseau Via Télévision. Le local de cet ancien bar, fermé depuis plusieurs années, peine à séduire d'éventuels repreneurs. Comme dans de nombreux centres-villes, les boutiques fermées font partie du paysage. À Montigny-les-Metz, la mairie, en collaboration avec l'association Montigny Entreprendre, a décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Situé entre la zone commerciale Acti-Sud et le centre-ville messin, Montigny-les-Metz a lancé l'opération Vitrines Attractives. Avec l'accord de certains propriétaires, 6 mois de loyer seront offerts aux prochains locataires de ces cellules vacantes. Nous, notre optique à travers tout cela, c'est de maintenir le commerce de proximité et donc de déployer avec Montigny Entreprendre, de redéployer l'activité, le dynamique et la dynamique commerciale et artisanale de notre ville. Sur les 500 cellules commerciales du centre-ville de Montigny-les-Metz, une quarantaine sont vides, parmi lesquelles une vingtaine qui peuvent être relouées. Par exemple, cette cellule de plus de 300 m², à quelques pas de la mairie, en attente d'un ou plusieurs repreneurs, fait partie de l'opération. La mairie, si vous voulez, on peut être un intermédiaire, car c'est le propriétaire qui, effectivement, il vaut
vraiment négocier avec le repreneur effectivement le loyer et toutes les conditions. Il faut signer même à bail, ce n'est pas seulement de donner 6 mois gratuits, point, effectivement après 6 mois les gens ils partent. Non, il faudrait que les gens aillent vraiment un dossier, un projet sérieux, effectivement, pour louer ce local. L'opération fonctionne. 3 des cellules faisant partie du lancement de ce dispositif sont déjà relouées et s'apprêtent à retrouver une activité. Voilà, on poursuit ce journal des territoires et dans un instant, c'est la revue des unes de la presse quotidienne régionale. A tout de suite. Bonjour Saveria, on démarre aujourd'hui avec l'Union de Reims. Roméo, c'est un ordinateur ultra puissant, inauguré aujourd'hui à l'université de Reims, 4 fois plus puissant que le précédent. Ce bijou technologique fait de la région un leader en intelligence artificielle. C'est en fait un super calculateur qui réalise 1 million de milliards de calculs en 1 seconde. Il est 4 fois plus puissant que son ancienne version, 6000 fois plus rapide qu'un PC classique. En clair, c'est une Formule 1 de l'intelligence artificielle. Voilà, et à la une de la Provence, le drame de Marseille, 1 an après, Saveria. On ne vous oublie pas, il y a 1 an pile, Laura et Morane étaient tués sur le parvis de la gare Saint-Charles, une attaque revendiquée par Daesh. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, sera ce matin à Marseille pour y dévoiler une plaque du souvenir. Morane, 20 ans, étudiante en médecine. Laura, 22 ans, élève infirmière, avait été sauvagement poignardée en pleine journée. Et la presse de la Manche au chevet de nos pharmacies qui sont malades. Quel remède pour nos pharmacies dans la Manche, comme partout. Des pharmacies ferment. Comment faire pour enrayer le mouvement? Certains choisissent le regroupement. D'autres préfèrent vendre des médicaments moins chers. Reportage dans une enseigne à Cherbourg, à lire donc dans la presse de la Manche. Et puis un sujet difficile dans Normandie, Paris-Normandie, et Le Havre s'intéresse au sujet difficile du cancer ce matin. Comment parler du cancer à nos enfants? L'opération Octobre Rose débute aujourd'hui. L'objectif, c'est de mobiliser contre le cancer du sein. Un des thèmes cette année, c'est de parler de la maladie avec ses enfants. Votre journal vous propose justement un témoignage à lire sur cette question difficile. La Voix du Nord s'intéresse à notre taxe d'habitation. Et oui, encore. Une question, êtes-vous concerné par le dégrèvement dès cette année? C'est la saison, les feuilles d'impôts locaux tombent avec un changement majeur, bien sûr, pour la taxe d'habitation. 80% des foyers fiscaux de la région vont voir leur impôt allégé de 30%, comme l'a promis Emmanuel Macron. Qui est concerné? Comment ça va se passer? Toutes les explications à lire dans La Voix du Nord. Et puis les taxes toujours à la une de la Marseillaise, cette fois-ci. Les carburants, 63% de taxes en 1 an. Essence, diesel, fuel, depuis 10 ans, la hausse des taxes s'accélère. Et ce sont les Français qui passent à la caisse. Et attention, notre invité dans un instant, c'est Pascal Morand, le président exécutif de la Fédération française de la haute couture et de la mode. Et là, une histoire beaucoup plus légère à la une de la Dépêche du Midi qui concerne la manière de s'habiller. Ça se passe à Pézenas, dans l'Hérault. Plusieurs élèves ont été priés d'aller se rhabiller par le proviseur. En cause, des shorts jugés trop courts. Depuis la rentrée scolaire, plusieurs élèves inscrits dans cet établissement racontent que la direction leur a demandé de modifier leur tenue. Choqués par des shorts et des t-shirts moulants portés par certaines adolescentes, la proviseure elle a convoqué les professeurs et les classes de terminale pour une réunion. Elle était scandalisée par la façon dont les filles étaient vêtues. C'est à lire donc dans la Dépêche du Midi. Voilà, merci Saveria. On vous retrouve en 3e partie de l'émission, bien sûr, pour l'actualité parlementaire et politique. Tout de suite, on va parler mode. Événement planétaire, c'est la Fashion Week avec Pascal Morand qui est avec nous, président exécutif de la Fédération de la haute couture et de la mode. Bonjour, merci d'être là ce matin sur ce plateau. Et Charlotte Brunel qui est rédactrice en chef mode de l'Express Style, qui est un magazine partenaire de cette matinale d'info. Merci. Et bonjour Charlotte Brunel d'être avec nous ce matin. C'est l'événement planétaire dans la mode, la Fashion Week. Elle se déroule en ce moment à Paris avec ses 400 défilés. C'est l'occasion pour les géants du secteur de remplir leur carnet de commandes car les enjeux économiques sont importants pour les territoires aussi. Le point avec Sébastien Côté de Via Grand Paris. Textile, maroquinerie, cosmétique ou encore joaillerie, l'industrie de la mode en France représente 150 milliards d'euros. C'est plus que l'automobile et l'aéronautique réunis.
Ce chiffre, il s'explique par le haut taux d'exportation réalisé par les 50 premières entreprises françaises. 80% de ces ventes se font à l'étranger. On pourrait parler de French Touch, on en parle plutôt en musique qu'en mode ou dans d'autres secteurs d'activité, mais effectivement, on a de bonnes écoles à Paris, on a de grandes maisons qui aussi forment des créateurs qui à terme monteront leur propre activité. Donc il y a cet écosystème aussi dont on peut parler à Paris qui fait que cette industrie est aussi importante pour l'économie française. Point d'orgue de cette dynamique économique, la Fashion Week à Paris. Avec ses défilés haute couture, ses 27 salons professionnels et ses 14 000 exposants, c'est la grande messe de la mode. Les retombées économiques sont colossales, plus de 10,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est un événement qui compte pour la vie économique à Paris et qui se développe bien puisque Paris a aussi la chance d'être un centre d'attraction pour beaucoup de créateurs internationaux. C'est la Fashion Week la plus internationale au monde. Donc on a des Japonais, des Libanais, des Américains qui viennent présenter leurs collections à Paris et tout ça pour le plus grand bénéfice des entreprises locales. Aujourd'hui en France, la mode représente 1,7% du PIB, soit près d'1 million d'emplois. Bonjour, rebonjour Pascal Morand, président de la Fédération française de la haute couture et de la mode. Et merci de vous être levé tôt pour être sur ce plateau. Après un week-end, j'imagine, dense avec tous ces défilés. Un week-end dense et une semaine dense, puisque ça dure plusieurs jours, ça dure 9 jours. Vous savez, on parle de Fashion Week, mais Fashion Week c'est un concept global. On a 2 Fashion Week de mode féminine par an, 2 de mode masculine. Et sans compter, alors c'est pas exactement des Fashion Week, ça s'y apparente, les semaines de la couture, ce qui fait un total de 38 jours par an où tout le monde se réunit à Paris comme en ce moment. Alors, tout le monde sait qu'il y a d'autres Fashion Week dans le monde, Londres, Milan, New York. Est-ce que Paris reste la mieux classée? Que faut-il faire pour qu'elle reste la mieux classée? 2 questions. Alors, bon, d'abord, il y a les autres Fashion Week dont vous parlez, et sur un plan plus général, aujourd'hui, chaque capitale, chaque grande métropole désire sa Fashion Week, parce que c'est un facteur à la fois de développement économique et aussi de modernité. Donc effectivement, il y a les 4 plus importantes, et parmi les 4 plus importantes, ce qu'on peut déjà dire, c'est que de très loin, la Fashion Week parisienne est la plus internationale. Nous avons des plus grandes marques à Paris, aussi des plus grands groupes, et 50% des marques qui défilent ne sont pas françaises. Tout le monde vient se faire reconnaître, adouber à Paris. Et si on prend les mêmes chiffres, les chiffres équivalents, on est à 13% pour Milan, 9% pour Londres et 5% pour New York. On a un premier bilan, là. Donc techniquement, elle se termine demain soir. Hein. Demain soir. On a un premier bilan de cette cuvée, j'allais dire, de Fashion Week. Il est difficile d'avoir un bilan quantitatif, parce qu'il y a toujours ce qui arrive après. Voilà, il y a ça, et puis il y a évidemment les journalistes du monde entier qui viennent, les acheteurs du monde entier qui viennent, et puis en parallèle les salons également. Voilà. Et absolument, ça fonctionne comme un système de cercles concentriques autour du calendrier officiel. Enfin, en tout cas, ce qu'on peut dire, dans tous les échos qu'on peut avoir, tous les effets de miroir, c'est que le bilan qualitatif, il est extrêmement positif. Alors on va revenir sur ceux qui bénéficient de la Fashion Week, notamment les territoires dans ce pays. Mais la tendance tout de suite, on se tourne donc vers Charlotte Brunel, rédactrice en chef mode de l'Express Style, donc, qui est bien placée pour nous dire quelle a été la tendance cette année. Alors moi, ce que j'ai lu, alors dans le Dauphiné par exemple, Dauphiné libéré, on dit qu'il y a une douce absurdité dans les défilés. Puis alors j'ai vu Le Monde aussi disait que c'était un peu triste, que l'écologie avait impacté, les problèmes environnementaux avaient impacté les créateurs cette année. C'est vrai ces 2 tendances par exemple? Et ce qu'il y a de vrai, c'est que les créateurs aujourd'hui ont pris conscience que le système de la mode pouvait effectivement avoir un impact sur l'environnement, pouvait avoir un impact social. Donc je pense qu'effectivement il y a une réflexion sur la responsabilité qu'on peut avoir sur le monde en général, et que la mode n'est pas quelque chose de forcément toujours simple. Elle peut servir d'alerte des consciences? Elle peut servir d'alerte, bien sûr. Il y a beaucoup de militantisme. On a vu chez certains créateurs depuis longtemps. Céla McCartney a été l'une des pionnières en la matière, utilisant des matières comme des cuirs, des faux cuirs qui sont en fait des matières véganes pour créer des accessoires. Mais aujourd'hui, effectivement, elle est le chef de file d'une tendance qui est beaucoup plus
importantes et chacun pense à ça, ne serait-ce que même en utilisant des matières recyclées, des vêtements qui ont déjà été portés et en les réadaptant à une mode plus contemporaine. Alors, Pascal Morand, les territoires sont très concernés, on le sait, en France. Alors, on connaît certaines industries qui sont dans nos régions. La soierie lyonnaise est très connue. Les cuirs de la Drôme, c'est plus récent. Il y a aussi des activités comme un plumassier. Je crois qu'il n'y en a plus qu'un seul en France. Il en existait, j'ai lu, une cinquantaine en 1960. 100 en 1900, il n'y en a plus qu'un. Il y a les teintureries Gabriel aussi, je crois qu'ils sont très, très connus. La maison Michel. Il y a un foisonnement, au fond, d'activités dans nos territoires de la part d'artisans qui vivent grâce à ça. Et ça vous importe beaucoup, je le sais. Ça nous importe beaucoup. Vous avez fait référence à un plumassier, à la maison Le Marillier, à la maison Michel également, dans un autre registre. Alors ça, ce sont des métiers d'art qui relèvent de l'activité de Chanel, qui est très, très attaché à la préservation et au développement de ces activités. Et puis, dans le champ de la maroquinerie, vous avez également fait référence, il y a une production très importante en France, tout particulièrement sous l'égide des grandes marques françaises. Et puis, sur un plan plus général, la mode est effectivement très présente dans les territoires. Alors, elle peut se montrer aussi dans les territoires, on pourra y revenir. Bien sûr. Et puis, ce qui compte beaucoup, c'est la production. Mais on n'est plus dans la production fordiste du XXe siècle. On fait avec des séries très courtes, dans des ateliers, et avec un très grand savoir-faire. Je pense, pour donner une illustration régionale à ce qui se passe dans le Choletais, où la confection est, on peut dire, puissante et tout à fait compétitive. Et avec une articulation, un lien étroit avec les maisons. Il y a ce qui est internalisé par les maisons et ce qui est externalisé dans les ateliers. Comment la fédération française de la haute couture et de la mode s'est donnée à sa tête un économiste? Au départ, il y avait beaucoup de créateurs qui se sont succédés à ce poste, et puis tout d'un coup, on voit arriver un économiste comme vous, qui est un peu un ambassadeur aussi, dans le monde entier, de la mode française. C'est une bonne idée, ça? Je suis président exécutif, j'ai été sollicité par Raph Toledano, qui est le président de la Fédération de haute couture et de la mode, et par le comité exécutif de la Fédération. Je suis un économiste qui connaît bien la mode, puisque j'ai dirigé longtemps l'Institut français de la mode, qui est un centre de formation reconnu notamment dans le domaine du management de la mode, et aussi un centre d'expertise. J'ai quitté la mode un temps et j'y suis revenu avec grand plaisir, parce que la mode, vous savez, c'est à la fois un terrain de diversité, de liberté et de très grande créativité, et aussi d'exigence. Et pour revenir à ce qui se passe avec la Fashion Week, il y a une culture de l'exigence, une culture de la sélectivité qui est très importante et qui d'ailleurs s'applique potentiellement à l'ensemble de l'économie. Le système de la mode, qui est aussi concerné par les enjeux de développement durable et par tout ce qui se passe aujourd'hui, il relève d'une problématique économique tout à fait générale. Charlotte Brunel, alors on revient sur les tendances de cette année, là, les défilés qu'il y a eu. Bon, c'est une bonne cuvée, ça va être une bonne cuvée économique, on le sait déjà d'avance. Ou est-ce que la mode, la haute couture, par exemple, a cette réputation, elle, d'être très déconnectée de la mode réelle, de ce que portent les Français et les Françaises, conserve cette réputation? Là, on est dans le prêt-à-porter, donc effectivement, on est dans une problématique qui est différente, qui est effectivement avec une logique plus commerciale, et c'est vrai que ça se voit sur les défilés. Aujourd'hui, effectivement, les défilés font preuve de beaucoup de créativité, mais il y a quand même une dimension réaliste, plus portable, qui est voilà, aujourd'hui beaucoup plus. On voit l'Express Style d'ailleurs, on voit les unes. L'Express 10, oui, en fait, on a été rebaptisé l'Express 10 parce que nous sommes passés mensuels. Donc voilà, on a 10 numéros par an, voilà pourquoi on s'appelle l'Express 10. Bien, merci beaucoup, Charlotte Brunel, rédactrice en chef mode de l'Express Style. Merci beaucoup, Pascal Morand. À très bientôt sur ce plateau, président exécutif de la Fédération française de la haute couture et de la mode. On passe à la météo, elle est importante aussi pour la mode, la météo des territoires sur le canal 13 de la TNT, avec aussi les territoires français d'outre-mer. A tout de suite à 8h avec notre invité politique, Pascal Pavageau, secrétaire général de Force ouvrière, dans un instant. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France.
C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, des territoires à territoire d'info dans un instant et au territoire du monde tout de suite. Le Zap Monde, voici en quelques secondes ce que vous devez retenir de l'actualité du monde avec notre partenaire TV5 Monde. À tout de suite. Avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. La côte ouest des Célèbes. Des images qui illustrent l'impact de la double catastrophe, séisme suivi d'un tsunami. Ici, un pont, là, un centre commercial. Les équipes de secours n'ont pas encore atteint les zones les plus reculées. Des images de drones révèlent l'ampleur de la dévastation au sud de Palu. Ici, on est à 12 km à l'intérieur des terres. Il y a un an, l'ouragan Irma, lui, faisait 11 victimes et détruisait la quasi-totalité de l'île française de Saint-Martin, dans les Caraïbes. Pour le président français, si la reconstruction tarde, ce n'est pas de la faute de l'État. On l'écoute. On ne peut pas accepter l'état des logements que nous avons vu hier. Il faut donc accélérer les travaux, répondre aux besoins de la population. Je demande à tous les bailleurs de réaliser les travaux d'ici le 31 décembre. Si les travaux ne sont pas achevés à cette date, le préfet pourra enclencher une procédure pénale considérant qu'il relève de la catégorie des marchands de sommeil. Le Canada et les États-Unis ont conclu un accord sur l'ALENA. La gestion de l'offre sera modifiée. Les ministres de Justin Trudeau se sont réunis d'urgence dimanche soir. C'est une bonne journée pour le Canada. On va en parler demain. Saïd n'avait que 16 ans quand il a fui la Somalie. Tout seul, il a traversé la Turquie, la Grèce puis l'Italie avant d'arriver en Valais. Dans sa fuite, il a perdu tout contact avec sa famille. Sont-ils en vie? Sont-ils en sécurité? Ont-ils réussi à rejoindre l'Europe? Ces questions le hantent depuis 4 ans. Pour trouver un début de réponse, il a rendez-vous à la Croix-Rouge. Bonjour. Bonjour. C'est bien. Bien, et vous? Ce jour-là, c'est Laurence qui est chargée du premier contact. Je vais devoir vous demander des tas d'informations personnelles sur vous et sur votre famille. Seule solution, inscrire Saïd sur ce site appelé Trace the Face, littéralement retrouver le visage, une sorte de gigantesque photomaton en ligne. Vous êtes d'accord qu'on fasse ça? Oui, je suis d'accord. Alors, je vais prendre votre photo. Ok. Voilà. Une fois la photo en ligne, 2 options. Soit un proche reconnaît Saïd, soit c'est l'algorithme du site qui repère automatiquement sa famille dans la base de données.